Il y a peut-être une raison supplémentaire pour qu'on l'aime un peu plus qu'ailleurs, cette terre-là, nous. Ceux qui sont sur le chemin des dames et ceux qui travaillent. C'est qu'en fin de compte, on sait que c'est un mélange de chair et d'os, quoi. C'est pas une terre normale ici. C'est une terre particulière. Donc vous êtes obligé de la travailler autrement, quoi. C'est-à-dire que nous, la guerre 14-18, contrairement à beaucoup de gens ici, elle n'est pas morte. Il y a toujours un impact sur notre vie au quotidien. Mais moi, dans cette terre-là, j'en sors entre 1 et 3 par an, non éclatés. Mais avant, on en sortait 20, 25. Chaque ferme ici, il n'y a pas que moi, hein, chaque ferme sortait 20, 25. C'est incroyable, quoi. Mais là, il va falloir venir les rechercher là, vous voyez. Les artificiers vont venir chercher ça. Donc là, il doit y avoir 3 Français puis un Allemand. Buongiorno, come va? Muy bene. Il y a un temps qu'on ne s'est pas vu, hein? Ben oui. Bon, as-tu déjeuné? Oui. Oui. Suzanne, Madame Chat est avec toi? Elle n'a pas entendu. Un peu sourde. Elle est sourde mais pas brute. Il pourrait se porter. Bon, j'arrive. Je vais te donner ton crayon, ta gomme. Oh, et pas tant. Bon, voilà. Ah oui, c'est pas ce crayon-là, c'est un des petits. T'as pas vu comment il range ça? Puis avec ça, je suis sourde, c'est le comble. J'entends pas ce qu'il dit. Alors, choisis. Lequel? Le plus long. C'est celui-là. Voilà. Ah. Mais au moins. J'ai pas mes lunettes. As-tu tes lunettes? Non, c'est ça que je te demande. Ah, tu penses, j'entends pas, moi. J'entends de près, mais j'entends rien de loin. Non, j'entends rien du tout. Ok. Je sais pas trop mal allemand, pas trop mal espagnol. Et puis deux sur anglais et l'italien. Dans ma petite tête, j'avais pensé que la dispersion des langages était une des raisons de la guerre. Ouais, dis donc, il y a un bazar là-dedans. Quand je vais avoir ma main guérie, il faut que je réponde à tout ça. Voilà, ça manque pas, hein. À 107 ans, elle est morte, son pauvre homme a souffert. Saint-Pierre, en ouvrant la porte, voulut la mettre en enfer. Elle bavardait chez la concierge, bavardait, ça fait passer le temps. Elle bavardait chez la concierge, et de la pluie et du beau temps, et patati, et patata, et patati, patati, patata, et patati, et patata, et patati, patati, patata. Il a mis 15 ans à reprendre ma famille, il l'appelait le loup. Il voulait voir personne. Il supportait personne. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme.
Mais il voulait voir. 20 ans. Ça l'avait choqué quand même, parce que je l'ai connu qu'il en avait un petit coup quand même. Hein. Mais moi aussi. Alors, on s'est bien entendu. On était aussi d'un l'un que l'autre. Mais moi, c'est à cause de la guerre de mon père, et lui, c'est à cause de la guerre à lui. C'est pour ça que ça nous a rapprochés. Redressez-vous, jeune homme. Interdit de se voûter. On a le temps d'arriver en terre, là, hein. Faut regarder là-haut. Si tu t'es bien conduit, tu iras au ciel. Enfin, il paraît, hein, je sais pas. Je peux pas te prouver, j'ai jamais vu personne en revenir, alors on sait rien. Dis-moi si que j'ai ri. Eh ben, tu en vas la même chose, hein. Mais à mon ami, puis c'est tout. Ou à mes amis, mais écrit. À mes amis, puis... Ben voilà, ça y est, allez. Ça c'est fait au moins. Je voulais faire la guerre, et je le veux encore. Et creuser la terre, s'enfoncer le plus profond possible, sous le niveau de la surface du sol, n'est pas une manière de faire la guerre, mais juste peut-être une façon de ne pas la perdre. L'ennemi est là, à 300 mètres. L'ennemi est là, à portée de voix, il creuse, lui aussi, pour se cacher comme nous. Est-ce celui qui aura creusé le plus profond qui gagnera la guerre? Quand j'ai commencé à travailler, il y avait plus d'1 million de survivants. Puis en plus, après 300 000, après 100 000, puis maintenant 5. Demain, il n'y aura plus aucun combattant ancien. Et à la place, il y aura tous ces objets qui vont refléter un peu de leur histoire. Non pas de leur mémoire, mais de leur histoire, simplement. L'histoire, c'est vraiment ce qui s'est passé. La mémoire, c'est ce qu'on veut bien garder de l'histoire. Les objets doivent interroger, doivent interpeller, doivent faire sourire, doivent faire grincer des dents, doivent inquiéter, doivent faire réagir. Voilà un peu le sens profond de cette collection, ou de ces fonds, parce que je ne me sens pas du tout collectionneur. Hein. C'est curieux, je n'ai pas l'esprit collectionneur, la preuve, je suis content, non pas de me débarrasser, mais de savoir que j'ai trouvé un lieu d'accueil. Car depuis le départ, je voulais que ces objets servent pour un musée. Tout est russe, là, normalement. Tout est russe. Oui, tout est russe. Ça sent Beiboot, d'accord. Le petit huilier, il faut les laisser avec le petit tournevis. Ok. Voilà. D'accord. S'il y a un problème, vous m'appelez. Ok. Ça se lit comme un livre, un musée. C'est comme une sorte de grande écriture, en fin de compte. Chaque objet, pour moi, c'est un mot. Donc à moi de les mettre bout à bout pour faire une histoire. Dès ma petite enfance, j'avais 2, 3, 4 ans, j'étais en contact avec le monde d'anciens combattants. À un endroit qui s'appelle le Chemin des Dames, où je voyais ces hommes qui étaient jeunes encore, qui revenaient le vendredi soir sur le terrain se souvenir dans une halte de pèlerins qui s'appelait le Chalet Bleu, à Soupir. Donc j'ai eu contact avec ces hommes, et puis moi qui étais gamin, il y avait des cimetières partout, et puis ensuite ils partaient sur le terrain. Et puis ils revenaient, ils n'étaient pas pareils, j'en ai vu pleurer, je me souviens à peu près, il y en a qui pleuraient, ils chantaient entre eux. Hein, mais ces hommes dégageaient quelque chose, c'est évident, ils étaient jeunes, ils avaient 50 ans. Et je les ai jamais quittés, ou ils m'ont jamais quitté, je ne sais pas très bien. Hein. Ce qu'ils ont vécu, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas l'imaginer. On est loin, loin, loin de leur monde. De quoi parle-t-il quand il parle de l'Europe? L'Europe est divisée en 2 blocs. Non, oui, mais même, il y a des races, c'était pire que ça, mais pire. Mon cher petit, l'eau a tombé toute la nuit, ce qui fait que nous sommes dans un vieux marécage. En 1916, l'impôt sur le revenu est généralisé pour soutenir l'effort
de guerre et l'heure d'été et créer. Bah oui, et je replie. Moi je les avais. Bah voilà. Bonjour les enfants. Vous êtes tous jeunes. Moi, je suis vieux. Je vais avoir 109 ans le 7 décembre. C'est pas un honneur pour moi d'être si vieux. Mais c'est difficile. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans la vie. On n'est pas toujours heureux. Mais il faut avoir la foi en soi et avoir l'esprit d'aller de l'avant. Il ne faut jamais perdre de courage. Est-ce que vous en voulez encore aux Allemands? On les avait devant nous et nous tirait dessus. Nous, on leur tirait dessus et ils nous avaient jamais fait de mal. Nous non plus, et eux non plus, nous faisaient jamais de mal. Seulement, on se battait sans savoir pourquoi. Aviez-vous été blessé pendant la guerre? Ici, non, voilà, ma blessure, on ne l'a pas plus. Que mangez-vous pendant la guerre? Sur une fois, on n'avait rien à manger. Parce que ceux qui nous l'apportaient étaient blessés ou morts. Et là, à ce moment-là, le manger n'arrivait pas. On restait comme ça, sans manger, des fois toute une journée. Autrement, on avait des boîtes de conserve, on appelait ça des boîtes de change. J'ai trois frères plus âgés que moi, et nous sommes tous les quatre au front. Ils sont tous les trois ensemble à une trentaine de kilomètres au nord, et moi je suis ici. Je ne sais pas ce qui aurait mieux valu. Je suis sûr que ça doit être dur de faire la guerre au milieu des siens. Ici au moins je suis seul, et je me concentre sur moi d'une certaine manière. C'est plus simple. Mais lorsque je cesse d'avoir peur pour moi, j'ai peur pour eux. Nous sommes quatre, et je me doute bien que les quatre ne reviendront pas. Pour réaliser ces gravures depuis les champs de bataille, Rennefert se mettait dans les boyaux pour graver directement la plaque de cuivre. Et c'est pour ça qu'on obtient cette force dans le coup de ciseau. Donc c'est un peu du photoreportage avant l'heure. Alors Belle Petite Monde, je trouve une jolie histoire. C'est un petit livre que j'ai découvert chez le petit-fils de Rennefert, qu'il n'avait jamais montré à personne et qui le gardait peut-être précieusement. Belle Petite Monde est la fille de Rennefert qui s'appelait Raymonde. En diminutif, il l'a appelée Belle Petite Monde. Il lui a écrit très très fréquemment de la guerre. Il raconte en 30 aquarelles et 30 textes la vie des poilus dans les tranchées. Donc on voit le cuisinier, on voit le poilu qui se rase à sa toilette, le tango, le coin du feu, le vilatant. Ce pauvre troupier enfonce jusqu'aux genoux dans la boue. Il arrive souvent au front que les marmites éclatent tout près de soi. Alors on est couvert de terre, vite un bon coup de brosse et il n'y paraît plus. Qu'est-ce que c'est que cette affreuse tête? Toutes les facettes de la vie dans les tranchées est passée en revue. Et à la fin, comme il voyait énormément de soldats disparaître autour de lui, je pense que c'est presque un testament pour sa fille. Et il dit, hélas, beaucoup de nos petits soldats dorment pour toujours dans la terre de France. Les petites fleurs des champs poussent sur leurs tombes et les décors des bleuets, marguerites et des coquelicots les couvrent de 1000 petits drapeaux, comme celui pour lequel ils sont morts, le drapeau français. Quand tu seras grande et que tous les ans
on fêtera la gloire et la bravoure de nos soldats, tu penseras à toutes ces petites croix éparses dans les champs. Elles sont le gage de ton bonheur à venir et dans l'âme éternelle de tous ces héros retentira ta pensée de bonne et belle petite Française. Ton papa qui t'embrasse bien tendrement. Voilà. Ah. Voilà. Ouais. Il ne nous en parlait jamais de la guerre. La seule chose qu'il nous avait dit, c'est de ne pas dire les Boches, mais de dire les Allemands, pas le tout. Est-ce que tu te souviens de la guerre de 14? Ah bon, bien sûr, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu te souviens exactement? Oh, mon oui. Ben, t'étais dans les tirailleurs sénégalais? Oui, tirailleurs sénégalais. Ben, explique un peu comment ils recrutaient les tirailleurs. Oh, j'en sais rien. Comment ça? Je sais pas comment ils recrutaient. Bon. Tu m'as parlé qu'il y avait un puits où les Allemands et vous vous rencontriez. Oui. On s'en rencontrait avec les Allemands pour avoir de l'eau. Ils fraternisaient presque. Oui. Tu parlais aux Allemands? Oui, bien sûr. C'était comme nous, la même enseigne. On les faisait battre, c'est tout. Est-ce que tu te souviens de la difficulté de la bataille au chemin des dames? Oui. Mais on ne se rendait pas compte des difficultés, on ne s'en rendait pas compte de quand un deuxième classe. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Tu as fait agent de liaison aussi? Oui, agent de liaison. Tu as posé des téléphones? Oui. Voilà. Tu m'avais parlé aussi du soldat qui était blessé, qui était agonisant entre les lignes et qui vous, suppliait de l'achever. Hein? Qui vous suppliait de l'achever. Oui. Et vous n'avez pas voulu. Ben, c'est tout ce que tu me disais. Ça, il était très patriote quand il est parti, puisque j'ai trouvé, malheureusement, on n'a plus retrouvé ses lettres, une de ses lettres où il écrivait à sa mère. C'était sa première attaque, et il n'y avait eu passablement de morts, et il disait comme ça, on les aura. Il est parti la fleur au fusil. Il est revenu pacifiste. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Et votre père, comment va-t-il? Mon père, il se porte assez bien, relativement à son âge. Vous croyez qu'il va accepter de poser? Oui, il est là, il vous attend. Bon. Allez, rentrez. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer ce que je fais et ce que j'ai déjà fait. Ce genre d'images, vous voyez? Ouais, elles sont très belles. Hein. Merci. C'est des photos. Voilà. Ça c'est un monsieur c'est un russe. C'est fait au Kremlin. On voit en fait au moment où il était en soldat en 1977. Ça c'est un Allemand. J'ai vu le dernier tirailleur sénégalais qui est mort en 98. Je sais que votre papa était dans les tirailleurs. Ah oui. Alors mettez votre pipe de l'autre côté s'il vous plaît. Voilà, comme ça, attrapez-la, impeccable. Vous essayez de me regarder. Ouais. Allez-y, mettez par-dessus le bras. Voilà, par-dessus, là, comme ça. Impeccable. Les obus grêles. Mais pour nous, c'est l'heure des couteaux. Nous vissons nos baïonnettes au bout de nos canons. C'est l'heure du corps à corps. Aux hommes désormais de participer au carnage. Que le sang coule. Au couteau. Ouvrir les chairs. Creuser les viscères. Pas un seul d'entre nous n'est prêt à faire cela. Pas un seul d'entre nous ne sait quelle bête il faut être pour saisir à bras le corps un ennemi et plonger entre ses côtes une lame épaisse.
Au moment où j'ai commencé à dessiner, donc il y a 25 ans à peu près, s'intéresser à la Première Guerre mondiale, c'était tocard, c'était un truc d'anciens combattants. On me disait, ah bon, toujours les anciens combattants, Tardy, tu es toujours dans ta tranchée. Enfin, c'était un truc de vieux. Moi, mon idée, c'est de bien faire comprendre que c'était des types qui avaient 18 ans, entre 18 et 22 ans. Bon, les choses ont évolué et on peut dire que la Première Guerre mondiale, c'est presque un sujet à la mode. Le point de départ de tout ça, c'est ma grand-mère qui me racontait la guerre de mon grand-père. Il s'est tapé toute la guerre, il a été blessé plusieurs fois, il était à Verdun, il a été gazé. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand il est mort. C'était un type qui était calme, assez doux. Bon, et ma grand-mère me racontait des horreurs. Et il est mort avant que je lui pose la moindre question. Et c'est longtemps après que j'ai recadré mon grand-père, en le rajeunissant, bien évidemment, dans ce décor. Et j'ai toujours voulu raconter les histoires que me rapportait ma grand-mère. Ce qui m'intéresse, c'est la misère du soldat. Et cette misère, quelquefois, je la pénètre justement en observant certains personnages qui sont généralement à l'arrière-plan sur certaines photos. Dans tous les témoignages, dans tous les romans, les types disent que passé le choc de l'horreur dans les premiers jours, après ils s'habituent très très bien. C'est-à-dire qu'un cadavre qui gêne, si on est en période d'offensive ou n'importe quoi, ou de préparation d'offensive, on lui marche dessus. Le cadavre va être aplati par le passage des soldats. On ne l'enlève même pas parce qu'on n'a pas le temps de le faire. On ne le voit plus, on s'en occupera plus tard. Donc ça, cette espèce d'horreur quotidienne et d'habitude qu'on peut avoir face à ça, c'est extrêmement difficile à rendre. C'est vrai que l'image, là, n'arrive pas à atteindre peut-être ses limites. Alors ça, c'est l'histoire, c'est ce que me racontait ma grand-mère. Alors est-ce qu'il y a, voilà, quand elle me racontait que le grand-père de Corvée tombait dans le ventre d'un mort. Et là, on voit bien que ça colle pas, la représentation comme ça des viscères et tout, c'est pas... Je m'interroge, je me dis, mais comment sait-on une journée dans la tranchée? Après avoir passé la nuit dans un abri, je parle même pas d'offensive, je parle même pas d'obus qui tombent. Mais comment est-ce qu'on démarrait sa journée? La nuit passée dans un abri avec les poux, les rats, dans de la paille transformée en fumier, etc. Ajouter le froid dans tout ça, l'odeur... Comment est-ce que le type sortait de son abri, allumait sa première clope? Je crois qu'il avait intérêt à avoir de la gnôle dans son bidon. Hein. Et puis, bon, il allait falloir passer la journée, la semaine, etc., avant d'être renvoyé à l'arrière. Et ce sont ces petites choses-là qui m'interrogent. Je pense qu'ici, là, ça va. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interférence. 1, 2, 1, 2. Les deux haut-parleurs fonctionnent bien. C'est parfait. Monsieur, vous rentrerez si... Enfin, c'est ouvert, hein, vous rentrez, vous faites... J'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Bonjour. Il a mangé, oui, il a bien mangé. Oui, parce qu'il est au régime en ce moment. Alors, est-ce que tu as mangé une banane ce matin?
Bon, faudra très bien le couvrir, parce qu'il va être à l'avant du taxi. Oui, de la Marne. mais on va lui mettre un double vêtement, on va lui mettre un double pull. Et puis une casquette. Enfin, j'en ai acheté une neuve là pour qu'elle soit moins. D'accord. J'en ai acheté une marron hier à Gien. Oui, j'arrive. Hein. Par contre, comment Dans les boyaux, passe-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverser le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse. Ça fait du bien par où ça passe. Vive le pinard, vive le pinard. Mais il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas là-dedans. Bon, allez, Louise, elle est partie, peut-être bien. Louise, il faut que tu y apportes du pinard. Allez-y. Je vais vous poser ma première question. Allez-y. Vous avez une très grande expérience de vie, vous vivez depuis 107 ans. Moi, je voulais savoir si vous aviez un message à transmettre aux générations futures, les jeunes générations actuellement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un jour, il y a longtemps, j'ai eu une peine de cœur. J'étais chez ma maman. Ma maman m'a dit, il n'y a qu'une chose à faire, tu n'as qu'à travailler. Un coup, ça saute. Le jour du 11 novembre 1918. J'étais dans un Fontainebleau de restaurant. Dans la cour, il y avait des jeunes qui se tenaient par les épaules et qui criaient « Un chic à foc, un chic à foc ». Je dis « Ça ne va pas la tête. Il y a quelque chose qui ne pas bon là-dedans. » Et il y a un autre qui saute dans la chambre et dit « La guerre est finie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quand vous êtes condamné à mort, il faut bien vous dire que vous êtes vaincu. » Ben, c'était bon, c'était mon cas. Je suis collectionneur de poilus vivants. Ça fait des années que je vais les voir. De poilus vivants? Ah oui. Et je fais aussi une collection de tenues, tout ça. Après le taxi de la Marne, j'en avais déjà vu une commémoration, mais c'est la première fois que je le vois de près et je monte dessus. Hein. Voilà, oui, oh, c'est émouvant. Surtout avec Ferdinand. Bah, ce matin, moi j'étais au Kremlin-Bicêtre avec monsieur Botticelli qui a presque 108 ans. Je suis rentré chez moi et hop, je suis descendu ici. Et il y a 3 ans, j'ai même fait 3 poilus dans la journée du 11 novembre. Monsieur Boucault à l'Arc de Triomphe, un monsieur qui était à Ivry tout seul dans un HLM qui avait 104 ans, et je redescendais l'après-midi ici. Pour la majorité d'entre nous, c'est de l'histoire. Mais parmi nous, aujourd'hui, un homme l'a subi, un poilu. Et nous sommes heureux de l'entourer chaleureusement. Notre ami et respectueux M. Ferdinand Gilson, qui, dans sa 108e année, a toujours autant d'humour. Monsieur Gilson, vous êtes notre exemple. Maurice Péché. Mort pour la France. Henri Urisset. Mort pour la France. Émile Desnoux. Mort pour la France. Paul Plisson. Mort pour la France. François Hardy. Mort pour la France. Henri Desplanches. Mort pour la France. Célestin Pessard. Mort pour la France. Albert Robert. Mort pour la France. Alors là, il y a beaucoup de carrières comme celle-là. Ah oui, sous Arras, on peut estimer à plusieurs hectares les surfaces occupées par ces carrières du Moyen-Âge. Alors là, Nelson, Blenheim, c'est des noms... Ça rappelle en fait la présence néo-zélandaise pendant la Première Guerre mondiale. Et là, c'est la carrière Wellington. Hein, oui. ouais. La crainte initiale, 14-18, qu'est-ce que je vais photographier à part les cimetières ne pas en finir? J'avais aucune idée qu'il restait des traces visibles comme ça dans la terre et qui permet de deviner le vécu de tous ces hommes. C'est
Super, ce sont des portraits sur la paroi, c'est extraordinaire. Portrait directement, donc, peint sur la paroi. C'est d'une beauté, d'une Donc, finesse. ce visage féminin est très très joli. On a également ici l'officier britannique. Et là, ce et un profil. très très beau profil également. C'est sublime, hein. John, tu peux les photographier, c'est magnifique, hein, vraiment. Super. C'est une des découvertes récentes, hein, c'est la sortie numéro 10. Hein, et là, donc, le 9 avril, à 5h30 du matin, les forces britanniques ont emprunté ce passage en direction des tranchées, hein, donc à environ 1 kilomètre d'ici. Et là-haut, le destin les attendait. Oui. Initialement, je me demandais comment je vais faire des photos évocateurs de cette période 14-18, les tranchées et tout ça. Et en fait, très vite, mis sous le sens, c'est que la nature a repris ses droits. On essaie surtout de mettre en écho aux images un texte qui, justement, éveille un peu l'attention sur ce que nos grands-pères ou arrière-grands-parents ont pu vivre à ce moment-là. Le premier endroit où on est venu, c'est ici. Et puis en fait, on s'est aperçu, dans la terre, il y avait toutes ces traces. Et c'était très émouvant de voir comme la nature avait repris possession des lieux. Et en même temps, tous les vestiges et les traces des combats et tous ces arbres. Exactement 11 285, c'est important, puisque chacun de ces arbres, plantés par les Canadiens dans les années 20, représente un soldat tombé en France dont on n'a jamais retrouvé le corps. Il y a une phrase qui me revient à chaque fois à l'esprit, c'est une phrase de Macorlan. « Ceux qui reposent sous ce sol bosselé étaient des humbles. Ils n'employaient pas de ces grands mots que l'on dépose, de même que des couronnes mortuaires ça et là sur leurs tombes. » Je crois que c'est ça aussi la guerre de 14, c'est ces milliers et millions de morts qui étaient des humbles, c'est-à-dire effectivement c'était des gens, souvent des paysans, des gens qui avaient une grande humilité bien sûr, mais aussi beaucoup de grandeur, une grandeur qu'on a un peu oubliée justement, et qui ont vécu dans des circonstances de souffrance extrême et qui ont fait preuve d'un immense courage aussi. Donc il y avait cette mort en masse et en même temps, tous ces arbres représentent un individu, un enfant qui n'est pas rentré chez lui. Quand on pense à ce que ça représente que d'élever un enfant, de l'amener à la maturité, à l'âge adulte, c'est un petit peu le poids de ces paysages qui transmettent quand même la mémoire de tous ces gens disparus qui risquent sinon de tomber dans l'oubli. La personne censée. Ah, c'est 107 ans. Alors, 107 ans. Santé Ferdinand. Alors, en grande amitié. Également. Alors, voilà pour... il y a des personnes qui parlent anglais ici. Hein. Oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ferdinand. Happy birthday to you. Moi, je sais pas s'il peut boire ça, hein, parce qu'après, j'ai pu chanter la Marseillaise en breton. Hein. Il veut être le dernier des Mohicans, lui, alors. Ouais. On sait jamais. Il a raison. Il est bien parti, hein. Il est bien parti, oui. Ouais. Faut voir la vie qu'on a menée. Hein. On a mené une vie magnifique, tous les deux. Je l'avais pris au lasso quand j'avais 19 ans. Eh ben, écoute, 64 ans après, on est encore ensemble. Ouais. Bonjour, c'est Rémi Bichon du journal de Gien. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur Gilson. Ça va? Je m'appelle Ferdinand. Vous allez bien? Ferdinand. Ferdinand, il sollicite souvent sa femme pour qu'elle chante parce que, alors là, il est en admiration devant sa femme. Allez, chante-nous, parle-moi d'amour. Vas-y, le dessert, hein, parle-moi d'amour, hein, n'est-ce pas? Oui. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Bravo. La bille. Ah, la bille. On va en faire une centenaire aussi. Hein. N'est-ce pas, quand même? Ah, le peu de chou pour, oui.
Et l'autre troisième là, ici là. Voilà, bravo. Très bien. Petit effort encore. Bonjour. Bon, ben voilà. Là, il y en a un petit tas là. Petit tas là. Alors, vous allez me dire si je dis des bêtises, c'est quand même, il y a des 77 et des 75 dedans. Hein. Il doit y avoir 2, 3, 75 et puis un 77 allemand, c'est ça? Alors, il y a même 4,75. 4,75, ouais. Et un 77 allemand. 4,77 allemand, ouais. Donc, à présent, cet obus-là, je vais être obligé de le détruire sur place. Allez, c'est parti. On va y aller. Vous descendez à 1 mètre de profondeur à peu près? À peu près. La hauteur de la tarière, quoi. La hauteur de la tarière, 1 mètre, c'est suffisant. Pour ce style d'engin, ça suffit largement. Etienne? Ouais. 3, 2, 1, feu! Au fur et à mesure que le temps passe, on doit prendre de plus en plus de précautions. Il est évident que plus le temps passe, plus les obus deviennent instables. Donc je dirais dans un avenir court terme, moyen terme, on sera quasiment obligé de tout détruire sur place. Enfin, les archéologues disent qu'on aura des obus encore pendant 5-6 siècles. Hein. 7 siècles d'après les statistiques en fonction de ce qui était tiré, stocké en terre, tout ça. C'est-à-dire que nous, la connaissance qu'on a, parce qu'on moi j'étais élevé ici, donc je l'ai reçu de mes grands-parents, de mes parents, mais si vous voulez, comment ça va se perpétuer, cette forme de sagesse-là, de prudence en tout cas? Il est évident qu'on aura de plus en plus de problèmes. Je vous remercie. Et puis on va partir au suivant. On va partir au suivant. Voilà. Ben, bonne chance. Merci. Bon, bah c'est par là, hein, au fond. Bonjour, monsieur Riffaut. C'est Thierry Cantonnet. Vous n'avez pas mis vos oreilles? Ça va? Ah, je vois ce que c'est, ça vient d'Angleterre. Ils vous ont écrit, les Anglais? C'est des Anglais qui lui écrivent. Cher papy, non, ça c'est sa famille. Alors ça, c'est les photos qu'on a fait ensemble avec le doyen des Anglais. Oui, vous étiez là, vous. Bah oui, oui. Ah, il oui. est venu de la banlieue de Londres, mais il voulait voir un poilu français. Et il a 3 ans de plus que vous. Ah oui. Et vous, vous êtes du 19 décembre. Dans 3 jours, vous avez 107 ans. Alors, comme vous étiez un artilleur, je vous ai amené une belle douille. Une douille qui a été sculptée par un poilu. Alors, elle a été sculptée. Et là, il a fait une espèce de grande marguerite. Et puis là, il a fait des feuilles de lierre. Alors, vous la gardez en décor. C'est un petit cadeau que je vous fais. Voilà. Ah oui, ça, c'est le jour du 11 novembre. Oui. Oui, il y a un additif dans le milieu. Un additif, c'est le bordel. Ah bon? Le texte nous précise qu'il ne subsiste plus que 6 poilus de la Grande Guerre. Notre pensionnaire de la maison de retraite de Tony, René Riffaut, 107 ans, est totalement oublié. A rectifié au plus vite Madame la ministre de la Défense. Il reste 7 poilus. 3 points d'exclamation. En développant les photos, l'eau était chaude. La gélatine se décollait des plaques. Alors, des fois, ça m'arrivait
de décoller la gélatine d'une plaque et de la glisser sur une autre en verre qui était vierge. Oui, c'était de la cuisine, quoi, un petit peu. Une drôle de cuisine. La pellicule, c'est terminé. Oh. Je vais vous montrer. Elle est là-dessus. Voilà, toutes les photos sont là-dessus. Ça, c'est votre... C'est le film. C'est la plaque? C'est le film, ouais. Il y avait des corps partout, sur la route et sur les bas-côtés. Dans la confusion, j'ai cherché qui était mort et qui ne l'était pas, retournant les uns, tapotant les joues des autres, improvisant quelques garrots ou hurlant que l'on amène des brancards. Pour la première fois au milieu de la douleur aiguë des hommes, j'ai pris à bras le corps la guerre et elle a dessiné sur mon uniforme son visage convulsé. Mais c'était où ça, dans le grenier alors? Dans le grenier de chez mon grand-père, oui. C'est ça, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Il est élégant là quand même. Pas. Il n'est pas reconnu en tant que poilu, puisqu'en fait il n'a pas fait la demande de carte d'ancien combattant. Donc au niveau national, il y a 6 poilus, mais il n'est pas dedans. Ah ouais. Moi là dernièrement, j'ai fait la demande de carte des anciens combattants. Il m'a pas dit non. Il était content, je dis, parce que bon, en fait, t'es pas reconnu comme poilu au niveau national, c'est pas normal, papy, il faut faire quelque chose. C'est une période de sa vie où qu'il veut oublier, quoi. Et je pense que c'est ça, pour lui ça a été ça, bon, c'est terminé, on n'en parle plus, moi je passe à autre chose, et tout ça, ça a été mis de côté, quoi. Ils ont... À 107 ans... Ouais, ils ont du mal à bouger. Et dans toutes les personnes qui sont présentes sur l'image, il y a que lui qui est vivant encore, c'est ça? Ah, vivant encore, ouais. Oui, c'est ça. Tous les autres, ils sont disparus. Ah non, bien sûr, ça voilà. serait un Donc miracle. là, ça se termine. Ça aurait été génial que des copains soient encore vivants à 107 ans. On va la mettre là-bas. Elle est belle cette photo. Bon, on a bien fait de mettre un petit peu de densité ouais, je crois, par rapport super. au... Ça va aller. Il y a un banc là-bas. Oh, bon. C'est un camarade. 107. Ah bon, oh, ça. Alors félicitations. Moi j'en ai 75, c'est pas pareil. Allez, dépêchez. Attention. 107, et ben dis donc. Très beau, hein. Ah bah oui. Alors, tu ne bouges plus? Oui, ça va. Sois sage, hein. Oui. Je pense que c'est bon. On est sage à notre âge. Quand vous êtes né en 1900, en 1800? Je suis né en 1898. 1898. 20 octobre 1898. Vous n'avez pas connu Napoléon, non? Presque. Non, non. Pas clair. Ouais, c'est fâché. C'était fâché. C'est bien. Bah oui, on s'en va, tu vas dire au revoir à madame et à monsieur. Je vous baise la main? Oh non. Ah si. Allez, au revoir monsieur. Au revoir. Ah, voilà. Alors, Au revoir madame. bonne suite, au revoir. Ah ouais. Et le reste du temps, soyez bon.
Ferdinand, ça faisait 4 ans que je le connaissais. 4 ans, et puis on allait, comme je n'habite pas très loin, vers Fontainebleau, je le voyais tout le temps, on est devenus amis, on se tutoyait, enfin bon, c'était comme, moi j'ai eu mes grands-pères à 14-18, mais je les ai presque pas connus, alors un homme comme Ferdinand, c'était comme un grand-père. Avant ma passion pour la passion de la Grande Guerre, mais enfin mon intérêt à la Grande Guerre. Ensuite, c'est parce que c'était des poilus, mais c'était aussi des centenaires géniaux, quoi. La photo, c'est des petites virgules du temps qu'on arrive à récupérer, à garder, et qui donnent de l'émotion, quoi. C'est mon grand-père qui m'a un jour donné l'occasion de faire une photo, en montrant une photo de lui jeune. Alors c'est une idée simple. Et puis après, comme je pense que la photo, c'est quelque chose qui mérite d'être décliné, et de ce système, en fait, est né quelque chose de plus vaste, qui parle de la guerre aussi, mais c'est pas la motivation première, la guerre, au départ. Par exemple, Monsieur Abesca, c'est quelqu'un qui était sur fauteuil roulant, mais depuis très peu de temps, depuis 101 ans, je crois, ou 102 ans. Et il avait 104 ans à l'époque de la photo. Là, j'ai eu le plus gros écart entre les deux visages. Hein. Donc il y a 104 ans, 4 ans. On a le même regard, hein. On a le même rictus de la bouche, la même position des mains, et on a 2 cercles qui se touchent, qui se rejoignent en fait. Même 3 parce qu'il y a le cercle du temps avec la montre. Et ça, c'est quelque chose qui est émouvant, d'arriver à faire, mettre en mouvement quelqu'un qui est totalement arrêté. J'ai commencé à être habité par la guerre de 14-18. J'ai été fasciné par cette idée qu'on peut finalement traverser comme ça un siècle, de devenir une sorte de parchemin, avoir toute son histoire gravée sur la peau. Et donc, ça raconte l'histoire d'une vie. C'est ce qui est le moteur en fait de ce travail-là, c'est la rencontre de quelqu'un avec lui-même des années avant. Et le fait de changer de format, de faire un grand tirage, eh ben, les gens la regardent comme une image et redécouvrent des choses. C'est dommage que... Enfin... C'est dommage que quoi, papy? C'est bien que je ne sache pas où sont les autres. D'autres quoi? Les autres conscrits. Ah, les autres conscrits de Tata Tata. Ah bah oui, alors ça... Il a l'air d'avoir encore sa tête. Bien sûr. Ah, oui, il est bien. Allez, c'est parti. Regardez-moi. Ah, c'est très bien. Ah, vous êtes très beau là, c'est parfait. Faut sourire, papy. Allez-y, Papy. même si vous la bouchez pas grave, allez-y. Papi, papi. C'est moi. Allez, tu nous fais un sourire? Ah, là bien. Là bien. Ouais. Il y en a 5-6 avec qui j'ai noué des vraies relations et qui m'accompagnent. En tout cas, tant que la mémoire reste, c'est un peu comme la photo, hein. Tant qu'on a une photo, on peut se souvenir. Et donc moi, Ferdinand, pour moi, il n'est pas vraiment mort. Ferdinand, moi, il me faisait penser à un enfant, espiègle en fait. Et tous les deux, ils étaient heureux, comme c'est pas permis. C'est bien, vous êtes prêts pour la cérémonie? En forme? Il n'y a pas de cérémonie. Si? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui? Le sacre de Napoléon. Le ministre? Ah oui. Ah, des anciens combattants? Ah oui. Ah. Bonjour à tout le monde.
suis ravi de vous voir. Moi aussi. Et en bonne santé en plus. Oui, oui, oui. Oui, cette qui est de voiture. Il faut le conserver. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Monsieur Elfaux, grâce à l'une de vos petites filles, c'est à elle finalement que nous devons ce rassemblement d'aujourd'hui, vous avez entrepris récemment des démarches qui vous font rejoindre, et d'une façon officielle, la grande famille du monde combattant. C'est le 2 mars dernier que j'ai signé avec émotion la décision qui vous fait entrer dans le cercle très fermé des derniers poilus, et nous ferons tout pour les garder le plus longtemps possible parmi nous. Voilà, ça c'est la carte du combattant. Voilà, toutes mes félicitations. Si, voilà, avancez. Un petit mot, monsieur Riffaut. Vous nous dites. Je remercie l'ensemble du corps. Et mon frère, j'espère tenir le coup encore quelque temps. La disparition du dernier poilu donnera lieu à des obsèques de portée nationale. Où ça se fera, ce n'est pas encore déterminé. En tous les cas, ça sera un site emblématique. Alors, il y a des tas de sites qui sont proposés. Il y a Notre-Dame de Lorette, et il y a la Clairière de Rotonde, et bien d'autres encore. Et pour les cérémonies, les invalides, par exemple, voilà. Il y a d'abord à respecter les vœux de la famille, et puis les dernières volontés du disparu. Il peut très bien refuser toute commémoration, tout honneur autour de sa dépouille. Voilà donc un petit peu comment l'État suit de très près, et notamment la direction de la mémoire de mon ministère suit de très près la situation de ces poilus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Grelot. Ah, ça fait 3 ans. 3 ans que je voulais aller le voir. Je lui ai écrit, je lui ai parlé au téléphone. Et bon, il voulait pas trop parler, mais jamais. Après, j'ai jamais fait pression. Je lui mettais une carte pour son anniversaire, une carte au Nouvel An. Puis un petit coup de fil de temps en temps, sans parler trop de la guerre, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il a du mal à évoquer. Enfin là, ça fait 3 ans que j'attendais. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, je viens voir monsieur Grelot. Entrez, je vous prie. Merci. Je vais votre mail, excusez-moi. Bonjour monsieur Grelot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Grelot. Oui. C'est monsieur Cantonnet. Monsieur Cantonnet. C'est vous-même. Ben oui, c'est moi. Moi j'ai rencontré beaucoup de poilus. J'ai rencontré presque 45 poilus depuis 6 ans. Ah oui. Alors, je ne veux pas vous tracasser avec le souvenir de la guerre si ce n'est pas votre souhait. Oh, non. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir parce que maintenant, vous faites partie des 4 derniers. Vous êtes dans le dernier carré. Bien, eh ben, il n'y en a pas pour longtemps. Ah, vous tracassez pas. Il y a des hommes qui vivent plus de 110 ans, hein. Bien. Et vous êtes bien en forme, hein. En tout cas, vous êtes bien aimable d'être venu. Moi, la passion, c'est ces hommes jeunes qui étaient
au front, qui se sont fait massacrer, qui ont été blessés, tout ça. Et c'est aussi de les voir à l'âge qu'ils ont. Bon, pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés, ils avaient entre 104 et presque 112 ans. Et finalement, ces hommes-là, à cet âge-là, ils sont fantastiques parce qu'ils ne déraisonnent pas. Et même Ferdinand me disait, on peut se faire des amis à n'importe quel âge. Et ben, finalement, ces grands centenaires sont devenus mes amis. Et j'aime les voir pour leur passé, mais aussi pour ce qu'ils sont actuellement. C'est fantastique. Ça sera imprimé dans ma tête toute ma vie. Vous avez reçu ma carte de Saint-Tropez cet été? Oui. Voilà. J'avais été voir le doyen des poilus. Oui. Oh. Ah, mais lui, il est très âgé. Il ne reste plus beaucoup. Ah bah non. Bah, malheureusement. Il reste 4, je crois. Il nous a quittés. Je l'ai connu pendant 4 ans. Il était très attachant. J'ai passé des bons moments. En tout cas, avec tous les poilus, j'ai passé des très bons moments. Ah, monsieur Grelot. Oui. Je voulais juste vous demander une petite chose pour terminer. Est-ce que vous pourriez juste me faire une signature auprès de tous les autres poilus que j'ai rencontrés sur mon album? Allez-y. Le vieux siècle est mort, et avec lui ses fils. Nous les enterrons ici. Ils sont nombreux à tomber, tous dans les premières charges, tous dans les heures qui suivent leur arrivée. Ils tombent, une belle phrase sur les lèvres qui n'ont pas le temps de prononcer. Ils tombent parce que leurs chevaux se font faucher par le tir des mitrailleuses. Ils tombent. Ils n'ont plus le bel uniforme de leur père. Là, t'as des autorités qui arrivent, là. Ah oui. Ah, il y a du monde. Ah, Chérifo. Bonjour, monsieur Chirac. Ça me fait bien plaisir de vous saluer ici aujourd'hui, vous savez, oui, avec amitié, affection et respect. Oui, eh bien, je vous remercie et je vous félicite pour votre action. Vous êtes gentil. Vous n'avez pas froid? Oh non. Vous en avez vu d'autres? Un peu chaud au cœur. Merci, monsieur Chérifo. Petite fille, monsieur le président. Vous êtes avec lui? Oui, sa petite fille. Ah, vous êtes sa petite fille? Ah, ben, je vais embrasser. Voilà. Vous avez une petite fille charmante. Ah, oui. Mon mari et l'arrière-petite-fille. Bonjour, monsieur. Vous avez vu à Verdun. Je vais embrasser l'arrière-petite-fille que j'ai vue à Verdun. Allez, ça va. Voilà. À bientôt, monsieur Chérifo. Merci bien. Là, on a vraiment le champ de bataille sous les pieds, quoi. Hein. Il y a le trou du sergent-major qui est juste là. On a l'endroit des combats des chars d'assaut. Ben, c'est le tournant du front, en fin de compte. Hein. La rupture du front à la fin du chemin des Dames, là, le front tourne, passe à la ville au bois là-bas. Donc il y a... Et puis après, ça passe devant la butte de Brimont et ça va jusque Reims, quoi. Ici, il y a quand même des conditions de combat qui sont particulières, notamment en 17. C'est qu'il faut quand même reconnaître, dans tous les textes, le moral est gonflé à bloc.
Parce que la dernière fois, toute la préparation, voilà, le 15 avril, le 16 avril au matin à 6h moins 5 avant l'attaque, les mecs ils sont gonflés à bloc, quoi. Ils vont dire ça y est, on va rentrer chez nous, la guerre c'est fini. Et en fin de compte, on leur promet 2 jours de combat ou 3 jours. Là, on est dans cette idée du sacrifice librement consenti. Et ce que j'essaie d'imaginer, je raisonne pas du tout en historien. J'essaie d'imaginer le pauvre type qui est pris dans tout ça et qui, bon, lui, il sait pas d'où ça vient et comment il va s'en tirer. Parce que quand même, l'idée principale, c'est comment est-ce que je vais sauver ma peau dans ce merdier. C'est ça. Bon. Bah oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, ils avaient 800 mètres à faire. On leur a dit, vous avez 1 kilomètre de combat à faire. En 2 jours, ça va être fait. Donc ils démarrent le 16 avril et ils arrivent que le 9 mai de l'autre côté du plateau. Donc ils ont fait que 800 mètres en 3 semaines. Les gars, ils sont dans la tranchée, dans la boue, ils bouffent pas. Moi j'ai eu un ancien du 18e, il disait pendant 9 jours, on avait 5 jours de réserve à bouffer, ils n'avaient plus rien bouffé. Et puis sous le bombardement, parce que les Allemands, ça cognait là, ça bombarde tellement, ils deviennent fous les gars, ils se disputent entre eux. Comment veux-tu qu'après ces 3 semaines de combat là, alors qu'on leur avait promis 2 jours de combat terribles et la victoire, comment veux-tu qu'ils réagissent pas mal? Parce que dès qu'ils arrivent de l'autre côté du plateau, donc ils ont pris la place forte. Le 10 mai, on les arrête. 9-10 mai, on leur a dit, stop les gars, on reste là. Je dis, mais tu te rends compte? C'est une chose qui me plairait bien qu'on arrive à faire comprendre aux gens. C'est que, c'est sûr, c'est un échec, mais pas un échec des bonhommes, bon sang. Là-haut, sur le plateau. Plutôt qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes des sacrifiés. 8 jours de tranchée et 8 jours de souffrance. On a tout de même l'espérance que ce soit à la relève que nous attendons sans trêve. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oh, ben comme d'habitude. C'est-à-dire? Pas rien. Ah, bah vous avez de la chance. Vous avez assez travaillé. Ouais. Vous allez regarder vos photos. Hein? Vous aimez bien regarder le journal aussi? Non, je l'ai pas lu. Vous l'avez pas lu encore? Non. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que les élèves apprennent la guerre de 14 à l'école? On n'aurait jamais en parler à des gosses, la guerre. C'est fait, c'est fini. Mais bon, on ne devrait pas en parler. Parce que ça réveille des sentiments guerriers, tout ça. Bon. Le dernier soldat connu, c'est une sorte de trait d'union avec le soldat inconnu. Ça clôt cette période en fait qui a débuté avec la Première Guerre mondiale, qui est le début du XXe siècle. Peut-être que c'est le XXIe siècle qui commence vraiment.